le fracas des ateliers, le monde ouvrier a forgé ses valeurs. La solidarité, la camaraderie, la fierté aussi de ceux qui savent ce que le pays doit à leur labeur. Après un demi-siècle de révolution industrielle, ils attendaient en retour une amélioration de leurs conditions de vie. Mais elle ne venait pas. Et la crise de 1929 balaye tout. Quand la récession venue des États-Unis déferle sur la France, les salaires baissent, à la discrétion de l'employeur. Il n'y a pas de salaire minimum garanti. Et pour ceux qu'on licencie par centaines de milliers, il n'y a pas de système d'indemnisation. Les chômeurs sont condamnés à marcher le ventre vide. Ils peuvent bien arpenter les routes pour dire leur désespoir. La droite, au pouvoir depuis toujours, ou presque, ne les entend pas. Au contraire, elle les réprime. Ils ne sont pourtant pas dangereux. Ils ne demandent qu'à nourrir leur famille. Et maintenant, je vous demande tous, après la dislocation, que vous soyez calmes et que vous retournez en boulot, chacun dans vos localités. Tout ce qu'ils réclament, c'est du travail. Mais la mécanisation a volé leurs emplois. Les machines ont fait décoller la productivité. Elles font la fortune des actionnaires. L'ouvrier, lui, n'a droit qu'au minimum vital. Quant à l'hygiène, la sécurité, les patrons n'ont aucune. Ceux qui ne se résignent pas rêvent d'une révolution, mais ils sont divisés. Il y a les communistes, bien sûr, encore peu nombreux. Il y a aussi les socialistes qui forment alors le grand parti d'opposition. Leur chef de file, Léon Blum, est un homme qui sait parler droit au cœur. Les hommes veulent retrouver le sommeil. Ils veulent poser sur l'oreiller une tête tranquille après leur dure journée de travail. Marxiste par conviction, Léon Blum est pour une transformation radicale de la société. Mais dans le respect de la démocratie, par le suffrage universel. Léon Blum sait qu'il ne peut accéder au pouvoir sans une alliance avec ses frères ennemis communistes. Mais le Parti communiste rejette la démocratie parlementaire. Il appelle à la révolution par l'insurrection, par la violence, si nécessaire. Il considère les socialistes comme des petits bourgeois, des sociotraîtres, un ennemi de classe qu'il faut combattre. Ce parti communiste qui refuse l'union est pourtant un petit parti. Il compte peu d'élus, mais il vibre d'un engagement total de chacun de ses militants. Son activisme auprès des plus défavorisés est intense. Son influence grandissante.
Le Parti communiste est soumis aux grands frères soviétiques. Il proclame qu'il n'y a de vraie révolution que communiste, sans les socialistes. Face à l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne, il prétend être le seul à pouvoir barrer la route au fascisme. Le parti a pour secrétaire général un fils de mineur, Maurice Thorez. Nous voulons écarter à jamais les menaces d'esclavage renforcées qui pèsent sur le peuple de notre pays. Nous, communistes de France, nous voulons suivre l'exemple de nos frères de l'Union soviétique. Nous sommes des internationalistes, les militants fidèles de l'internationale communiste. En avant, sous le grand et invincible drapeau de Marx, Lénine, Staline. En avant, pour le triomphe de la République française des Soviets. En face, la Révolution rouge qui mettra la France à mort. Il y a la Révolution nationale qui sauvera la France. Et vous en êtes les chevaliers. Gloire à vous. La France d'alors a aussi son extrême droite. Les ligues pullulent. Elles s'agitent tout à la fois contre la peste rouge et contre une troisième république impuissante à sortir le pays de la crise. Marquez le pas, marquez le pas. C'est la France qui marque le pas. Elles jurent, bâtons en main, de renverser un régime discrédité par la valse des gouvernements et les scandales politico-financiers. Je viens jurer fidélité et obéissance totale. Nous jurons de travailler pour la Révolution nationale et de donner au pays les régimes et les chefs qu'il mérite. En février 1934, la France vit une 100e crise ministérielle. La crise de trop. Les ennemis de la République parlementaire voient l'occasion de l'abattre. Fascistes, royalistes, mais aussi des communistes, veulent envahir la chambre des bouffons, ainsi qu'ils la surnomment. Sur le pont de la Concorde, les forces de l'ordre leur barrent le passage. Les affrontements, qui vont durer toute la nuit, sont les plus violents de l'histoire de la Troisième République. 527 balles de revolver tirées, 15 morts, des centaines de blessés. Le pouvoir a tremblé. Dès le lendemain, il fait occuper Paris par l'armée. Pour la gauche, c'est un tournant. La VO, demandez la VO. Demandez la VO, les gars. Il faut défendre la République. Les syndicats appellent la population à une grande manifestation unitaire. Hostile à tout rapprochement avec les socialistes, le Parti communiste demande à ses militants de faire défiler séparés. On peut plus vivre comme ça. Ça, c'est vrai. Si tu te bouges pas, t'auras jamais rien. Oui. Seulement, avec une journée de paye en moins, hein? Comment je fais pour y arriver, moi? À la veille du rassemblement, les ouvriers sont inquiets. Sans union, la gauche n'a pas d'avenir. Qu'est-ce qui nous empêche de nous unir? Discutons et mettons-nous d'accord. Si on se tient les coudes, il peut rien nous arriver. 4 millions de salariés envahissent les rues. Les socialistes sont là. Les communistes aussi, qui défient les consignes du parti. Surtout pas de jonction avec les socialistes. À Paris, place de la Nation,
socialistes et communistes débordent leur chef de file. Ils se rejoignent, s'entremêlent, fraternisent. La base a parlé, elle réclame l'unité. Le socialiste Léon Blum s'empare du flambeau. Citoyens, nous vous avons appelés à manifester votre force calme et disciplinée, votre résolution inébranlable. En arrière, monsieur, là. Continuez. La preuve est faite. La province soulevée tout entière signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qu'ils ne passeront pas. La réaction ne passera pas. Vive la République des travailleurs. Vive la liberté. Vive l'unité prolétarienne sans laquelle aucune victoire n'est possible. Vive le peuple ouvrier de Paris. Journée historique, titre Le Populaire, la vie ouvrière. Paluma. Le parti est dans l'embarras. Non seulement Thorez s'est fait voler la vedette par son rival socialiste, mais, obéissant aux instructions de Staline, il ne peut accepter l'union réclamée par la rue. 3 mois plus tard, coup de théâtre à Moscou. Staline fait volte-face. Pris de court par la montée en puissance d'Hitler, il décrète que la priorité n'est plus la révolution, mais la défense de la démocratie contre le fascisme. Au nom des travailleurs de tous les pays, nous nous adressons à toi, camarade Staline, notre chef. Sous ta direction, l'Union soviétique est devenue un rempart contre le fascisme et la réaction. En fixant sur toi, camarade Staline, chef des travailleurs du monde entier, un regard plein d'amour et d'espoir. Pour les communistes français, cela change tout. Un accord avec les socialistes est désormais possible. Socialistes et communistes ensemble, le populaire. Malgré leur méfiance face à ce revirement subi, les socialistes ne peuvent refuser la main tendue par Thorez. Après des années de lutte fratricide, la réconciliation entre les deux grands partis ouvriers est synonyme d'espoir. Le programme peut être appliqué dès demain pour une politique de paix, pour du pain pour tous. Mais une alliance entre socialistes et communistes ne suffit pas pour battre la droite. Une majorité est impossible sans le centre-gauche, sans les radicaux socialistes, qui forment le parti le plus important au Parlement. Sur les Ratsock, toute la lumière, demandez lumière. Les radicaux socialistes sont-ils vraiment socialistes? Ce ne sont pas des idéologues, ce qui autorise bien des accommodements. Ils représentent un électorat modéré, les classes moyennes, les petits notables. Maurice Thorez s'arme de courage. Il s'adresse à ceux qu'il a toujours combattus, à des politiciens que l'incessante valse des majorités de coalition ne gêne pas. Au contraire, ils en font toujours partie, ce qui leur permet d'occuper à tour de rôle la moitié des ministères, en propriétaire. Rencontres, courriers, téléphones. Thorez fait une cour assidue aux radicaux. Il leur fait valoir qu'ensemble, ils peuvent empêcher les classes moyennes de basculer vers l'extrême droite, comme cela s'est produit en Italie, puis en Allemagne. Ensemble, ils peuvent dresser un front populaire contre le fascisme. Les radicaux posent une première condition, la reconnaissance du droit de propriété. Thorez accepte.
Il renonce aussi aux nationalisations. Puisqu'il n'est plus question de révolution, les radicaux acceptent donc de s'allier à des marxistes. Ces noces contre nature entre la carpe et le lapin rendent enfin possible une victoire électorale de la gauche. Cette nouvelle bouleverse la donne politique. Elle parcourt villes et villages en un tour de roue. Le 14 juillet 1935, socialistes, communistes et radicaux se sont donné rendez-vous à la Bastille pour fêter leur triple alliance toute fraîche. Les radicaux apprennent à tendre le poing et, le soleil aidant, certains se prennent à croire en des lendemains qui chantent. Léon Blum est là, avec ses alliés, le communiste Maurice Thorez et le chef de file radical socialiste Édouard Daladier. Mais rien n'est encore fait. Les élections législatives sont dans 9 mois. En attendant la victoire espérée, le Front populaire affirme ses engagements. Écarter le fascisme qui menace le pays, de l'intérieur et de l'extérieur.